nous réglerons ça à la maison, dit papa après la rutale de ma sœur. Mais aux urgences, le médecin a vu mes radios. Et a passé un appel qui a révélé tous les sombres secrets que ma famille avait essayé d'enterrer. Ce qui s'est passé ensuite. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Je suis Nathalie, j'ai 27 ans et j'ai grandi dans ce qui semblait être une famille parfaite dans la banlieue du Connecticut. Personne n'aurait pu deviner que ma sœur m'attaquerait si brutalement que je me retrouverais avec 3 côtes cassées et une fracture du poignet. Quand mon père a dit « nous réglerons ça à la maison », je n'ai jamais imaginé que les radiographies de l'hôpital deviendraient des preuves, révélant tous les sombres secrets que ma famille avait soigneusement enterrés pendant des décennies. La vérité trouve toujours un moyen de refaire surface. Avant de plonger dans mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà dû tenir tête à votre famille pour votre propre sécurité. Ayant grandi dans notre maison coloniale blanche avec des volets noirs dans le comté de Fairfield, Connecticut, nous étions la définition de la prospérité américaine de la classe moyenne supérieure. Mon père, Richard, était un avocat d'affaires dans un cabinet prestigieux de New York, faisant la navette quotidiennement dans sa BMW rutilante. Ma mère, Eleanor, a maintenu sa position de mondaine, organisant des garden parties et siégeant dans d'innombrables conseils d'administration d'organismes de bienfaisance. Pour quiconque nous regardait, nous étions enviables. Les Hamilton ont tout, diraient les voisins, admirant notre pelouse manicurée et le mariage apparemment parfait de mes parents. Mais à l'intérieur de ces murs immaculés, une réalité différente existait. Ma sœur Vanessa, de 2 ans mon aînée à 29 ans, avait toujours été l'enfant d'or. Avec ses excellentes notes, ses trophées de hockey sur gazon et la même nuance de cheveux caramel que ma mère, elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Moi, en revanche, j'étais perpétuellement en deçà des attentes. Nathalie, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Ce refrain m'a suivi tout au long de mon enfance, une norme impossible que je ne pourrais jamais atteindre. Le premier souvenir que j'ai du comportement troublant de Vanessa remonte à mes 6 ans. J'avais passé des heures sur un projet d'art pour l'école, un diorama du système solaire. J'en étais immensément fier. Le matin où je devais la porter à l'école, je l'ai trouvé détruit. Des planètes écrasées et éparpillées sur le sol de ma chambre. Vanessa a fait ça, ai-je crié à mes parents, dévastés. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. Tu n'aurais pas dû le laisser dehors où il pourrait être endommagé. C'est une leçon sur la responsabilité. Même enfant, j'avais reconnu l'injustice. Mais j'ai vite appris que dans notre maison, Vanessa était intouchable. Quand elle empruntait mes affaires sans demander, les rendant endommagées, voire pas du tout, on me disait d'être plus généreuse. Quand elle avait des crises de colère explosives, jetant des choses et criant jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait, mes parents appelaient cela sa nature passionnée. Ta sœur ressent les choses profondément, expliquait ma mère, comme si cela excusait tout comportement. Au moment où nous avons atteint l'adolescence, le schéma était fermement établi. Quand Vanessa m'a poussé contre un mur lors d'une dispute à 16 ans, me laissant une ecchymose sur l'omoplate, mes parents ont rejeté cela comme une dispute entre sœurs. Quand elle a détruit ma robe de bal après que j'ai été invité au bal avant elle. Mes parents m'en ont acheté une nouvelle, mais n'ont jamais abordé ses actions. C'est juste comme ça que sont les sœurs, disait-il, refusant de reconnaître l'agressivité croissante. Tu sais comment la faire réagir. Le collège est devenu mon évasion. J'ai choisi l'université de Boston, à 3 heures de route, assez loin pour respirer, mais assez près pour des visites obligatoires occasionnelles. J'y ai prospéré, me faisant de vrais amis qui m'appréciaient, y compris ma meilleure amie, Zoé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai construit une vie à Boston en tant que rédactrice dans une petite maison d'édition, créant l'indépendance que j'avais tant désirée. Puis sont arrivées les suppressions d'emplois. L'édition a été durement touchée, et en tant que nouvel employé, j'ai été licencié. Après 3 mois de recherche d'emploi infructueuse et d'économie dwindling, j'ai dû prendre la décision que je redoutais, retourner temporairement à la maison. Bien sûr, tu peux rentrer à la maison, a dit ma mère au téléphone, avec une nuance de jugement dans la voix. Nous avons toujours dit que cette maison serait là pour toi quand les choses ne fonctionneraient pas. La condescendance était claire, mais j'avais peu d'options. Je suis retourné vivre, prévoyant de rester juste assez longtemps pour trouver un nouveau travail et reconstituer mes économies. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'était Vanessa. À 29 ans, elle vivait toujours à la maison, travaillant dans une galerie d'art locale,
un emploi que mon père lui avait décroché par relation. Le poste était largement cérémoniel, lui laissant beaucoup de temps pour faire du shopping, socialiser et sortir avec Jake, son petit ami depuis 8 mois. Mon retour a clairement menacé la dynamique confortable. L'accueil froid de Vanessa l'a montré clairement. Elle ressentait ma présence dans ce qu'elle avait fini par considérer comme son domaine. Combien de temps comptes-tu vivre au crochet de maman et papa? Elle m'a demandé ma première nuit de retour, me coinçant dans la cuisine. Juste jusqu'à ce que je trouve un autre emploi, les jeux assurés, essayant de maintenir la paix. Elle a ricané. Bonne chance avec ça dans cette économie. Peut-être que tu aurais dû choisir une carrière plus pratique. J'ai ignoré la pique, me retirant dans ma chambre d'enfance, maintenant convertie en chambre d'amis avec toutes les traces de ma personnalité effacées. Je passais mes journées à postuler pour des emplois, à planifier des entretiens et à éviter Vanessa autant que possible. Cette trêve précaire aurait pu tenir si Jake n'avait pas rompu avec Vanessa 3 semaines après mon retour. Ce fut l'allumette qui mit le feu aux poudres, menant à l'explosion qui changerait tout. Le jour de l'agression a commencé comme un autre pendant mon sabbatique non désiré chez mes parents. Je me suis levé tôt, j'ai consulté les offres d'emploi et j'ai envoyé 2 candidatures avant de descendre pour le petit déjeuner. La maison était calme. Mon père était déjà parti au travail, et ma mère était à son match de tennis hebdomadaire. Vanessa, jamais une lève-tôt, dormait encore. J'ai fait du café et des toasts, profitant de ce rare moment de paix. Aujourd'hui, j'avais un entretien vidéo prévu pour un poste prometteur dans une maison d'édition de Boston et, après cela, des projets pour rencontrer Zoé, qui conduisait de Boston pour me voir. Les choses s'amélioraient. À 10 heures du matin, j'étais habillé d'un chemisier bleu marine. Ma tenue porte-bonheur pour l'entretien, les cheveux soigneusement tirés en arrière, prête à présenter ma personnalité professionnelle à de potentiels employeurs. L'entretien s'est bien passé. Le responsable du recrutement a terminé en disant « Nous vous contacterons bientôt, Nathalie. Votre expérience est exactement ce que nous recherchons. » L'espoir m'a porté alors que je descendais, le téléphone à la main pour texter Zoé la bonne nouvelle. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée claquer et les sanglots reconnaissables de Vanessa. Elle a défoncé la cuisine, le mascara coulant sur son visage, et a jeté son sac à main sur le comptoir avec une telle force qu'un vase de fleurs s'est renversé, l'eau se répandant sur le marbre. Il a rompu, a-t-elle gémir, sans même reconnaître ma présence. Jake a rompu au milieu du café devant tout le monde. Ma mère était rentrée à la maison quelques minutes avant, et elle s'est précipitée vers Vanessa, les bras tendus. « Oh, ma chérie, qu'est-il arrivé ?» Pendant la prochaine heure, je me suis estompé à l'arrière-plan pendant que Vanessa racontait chaque détail de la rupture. Ma mère poussant des bruits appropriés d'indignation et de sympathie. Quand mon père est rentré tôt, convoqué par un SMS urgent de ma mère. La mobilisation familiale était complète. « Ce jeune homme ne t'a jamais mérité », a déclaré mon père, servant à Vanessa un verre de vin. Bien qu'il soit à peine midi. Il le regrettera, je te le promets. Le dîner ce soir-là était entièrement consacré à Vanessa. Ma mère a préparé son plat préféré, poulet rôti au citron et au romarin. Mon père a ouvert une bouteille de cabernet coûteuse. La conversation tournait entièrement autour des stratégies pour faire réaliser à Jake sa terrible erreur. Peut-être que je pourrais parler à son père, a suggéré mon père. Nous jouons au golf ensemble au club, ou nous pourrions l'inviter au gala de bienfaisance le mois prochain, a ajouté ma mère. Quand il te verra dans cette nouvelle robe que nous avons achetée. Je suis resté assise en silence, poussant la nourriture sur mon assiette, pensant aux nombreuses fois où mes propres chagrins avaient été accueillis par. Tu vas t'en remettre, et il y a plus de poissons dans la mer. Alors que mes parents continuaient leur campagne pour rétablir la relation de Vanessa, je me suis retrouvé à parler sans réfléchir. Peut-être que c'est un schéma qui vaut la peine d'être examiné, ai-je dit. C'est la 3e relation qui se termine parce que le gars se sentait débordé. La table tomba dans le silence. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi, incrédules. « Qu'est-ce que tu insinues ?» demanda Vanessa, d'une voix dangereusement calme. J'aurais dû faire marche arrière, mais des années de mots avalés ont continué. Juste qu'il y a peut-être une raison pour laquelle tes relations suivent ce schéma. Jake a mentionné qu'il se sentait étouffé, tout comme Michael et David avant lui. Le visage de Vanessa se contorsionna. Tu es jalouse, cracha-t-elle. Tu as toujours été jalouse de moi.
Simplement parce que tu ne peux pas garder un emploi ou un petit ami, tu veux me démolir. Langage de Vanessa, murmura ma mère. Mais il n'y avait pas de véritable réprimande. Tu te crois tellement intelligente de revenir ici avec ta vie ratée et de me juger. Vanessa continua, se levant de sa chaise. Tu n'as aucune idée de ce qu'était ma relation. Tu n'as pas le droit de m'analyser. Je te ferai regretter d'avoir ouvert la bouche. Mon père s'éclaircit la gorge. Nathalie, je pense que tu dois des excuses à ta sœur. Elle traverse une période difficile et tes commentaires ne sont pas utiles. Bien sûr, même à 27 ans, on attendait de moi que je me plie pour accommoder les sentiments de Vanessa, quels que soient les faits ou l'équité. Je ne m'excuse pas d'avoir fait une observation, dis-je en me levant. Je vais dans ma chambre. Je me suis retiré à l'étage, le cœur battant, sachant que j'avais enfreint la règle tacite de la famille. Ne jamais défier Vanessa. J'ai entendu mes parents en bas la réconforter, validant sa colère. La dynamique familière était épuisante. Plus tard dans la soirée, j'ai eu besoin d'utiliser la salle de bain avant de me coucher. J'ai ouvert la porte de ma chambre, écoutant prudemment. La maison semblait calme. Mes parents s'étaient retirés dans leur chambre et la porte de Vanessa était fermée. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la salle de bain que nous avions partagée enfant. En émergeant 10 minutes plus tard, Vanessa m'attendait, appuyée contre le mur en face de la porte de la salle de bain. Ses yeux étaient rouges mais secs, son expression étrangement calme. « As-tu aimé m'humilier au dîner ?» demanda-t-elle d'un ton conversationnel. « Je n'essayais pas de t'humilier, » répondis-je, en essayant de la dépasser pour aller dans ma chambre. « Je pense juste qu'il y a peut-être des schémas qui valent la peine d'être examinés. » Elle m'a bloqué le passage. Toujours la plus intelligente, n'est-ce pas? Toujours si perspicace sur les problèmes des autres pendant que ta vie est un désastre complet. S'il te plaît, déplace-toi, Vanessa. Je ne fais pas ça ce soir. Ça te faisait du bien de me donner un coup de pied quand j'étais à terre? C'est ça? Ta vie pathétique est tellement décevante que tu dois essayer de faire en sorte que la mienne ait l'air mauvaise aussi. J'ai pris une profonde inspiration. Déplace-toi maintenant. Quelque chose a flashé dans ses yeux. Quelque chose que j'avais déjà vu, mais jamais d'une telle intensité. Fais-le, murmura-t-elle. J'ai essayé de la contourner, mais elle s'est déplacée avec moi, me bloquant le passage. Quand j'ai essayé de la pousser doucement, elle a attrapé mon poignet, le tordant fort. Vanessa, arrête. Tu me fais mal. Pauvre petite Nathalie. Toujours la victime, s'est-elle moquée, tordant plus fort, voulant toujours attirer l'attention. J'ai dégagé mon bras et l'ai poussé à l'épaule plus fort que je ne l'avais voulu. Elle a reculé d'un pas, et pendant un instant, le choc s'est inscrit sur son visage. Puis il s'est transformé en une rage pure. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Vanessa s'est lancée en avant, ses deux mains heurtant ma poitrine. La force m'a projeté en arrière. Mon pied a accroché le tapis du couloir. Je n'ai rien senti sous moi. Alors que je dévalais l'escalier en bois franc, une série d'impacts nauséabonds alors que mon corps rebondissait contre les marches. L'atterrissage au bas a été un moment de silence stupéfait. L'air m'a été arraché des poumons. Avant que je puisse comprendre ce qui s'était passé, Vanessa était là, se tenant au-dessus de moi. « Lève-toi » siffla-t-elle. « Arrête d'être si dramatique. » Je ne pouvais pas parler, pas bouger. La douleur commençait à se manifester, vive et accablante dans mon flanc et mon poignet. Alors que je ne répondais pas, quelque chose en Vanessa a craqué davantage. Elle a retiré son pied et m'a donné un coup de pied directement dans les côtes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque impact envoyait une nouvelle agonie à travers mon corps. Vanessa, la voix de mon père retentit du haut de l'escalier. Que se passe-t-il là-bas? Mes parents se sont précipités en bas, ma mère en pyjama de soie, mon père en robe. Ils ont regardé la scène. Moi, recroquevillé par terre, Vanessa se tenant au-dessus de moi. Elle est tombée, a dit Vanessa immédiatement. Elle était dramatique et a glissé. J'ai essayé de parler pour contredire le mensonge, mais je n'ai pu qu'émettre un gémissement de douleur. Elle m'a poussé, ai-je enfin haleté, et ensuite elle m'a donné des coups de pied quand j'étais à terre. Mon père a regardé Vanessa, le doute clair dans son expression. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi,
sa main flottant avec incertitude. Je suis sûr que c'était un accident, a-t-elle dit. Tu courais encore dans le couloir, Nathalie? Tu sais que ces chaussettes sont glissantes sur le bois franc. J'avais 37 ans, pas 7. Voilà ma mère créant un récit où c'était d'une manière ou d'une autre ma faute. L'injustice de tout cela m'aurait fait pleurer si la respiration ne faisait pas autant mal. Appelle une ambulance, ai-je réussi à dire. Je pense que quelque chose est cassé. Mon père secoua la tête. Pas besoin de tout ce drame. Si tu es vraiment blessé, je t'emmènerai à l'hôpital. À ce moment-là, alors que j'étais en proie à une douleur atroce tandis que ma sœur se tenait impunie, et que mes parents se préparaient à minimiser ce qui s'était passé, j'ai réalisé avec une clarté parfaite que rien ne changerait jamais à moins que je ne le fasse changer. Peux-tu te lever, demanda ma mère, m'étendant enfin la main pour m'aider. Le mouvement envoya des éclats de douleur à travers ma cage thoracique. J'ai crié, m'effondrant à nouveau par terre. Peut-être juste une ecchymose, suggéra mon père, semblant mal à l'aise. Eleanor, prends de la glace. Ma mère s'est précipitée à la cuisine pendant que mon père se tournait vers Vanessa. Va dans ta chambre. Nous allons régler ça. Vanessa hésita, une lueur d'inquiétude traversant enfin son visage alors qu'elle enregistrait la gravité de mon état. Sans un mot, elle se tourna et monta les escaliers, disparaissant dans sa chambre. Ma mère est revenue avec une poche de glace enveloppée dans une serviette de cuisine. Tiens, mets ça là où ça fait mal, dit-elle vaguement, visiblement désemparée. J'ai besoin d'aller à l'hôpital, insistai-je à travers mes dents serrées. Maintenant. Mes parents échangèrent un regard que j'avais vu d'innombrables fois en grandissant. Leur communication silencieuse décidant comment minimiser les dégâts. Ne réagissons pas de manière excessive, dit mon père. Repose-toi cette nuit et si ça fait toujours mal demain matin. Je ne peux même pas me lever, l'interrompis-je, la colère me donnant de la force. J'ai besoin d'une radio. Un autre regard passa entre eux. D'accord, concéda finalement mon père. Mais Nathalie, c'était clairement un accident. Tu as trébuché et tu es tombé dans les escaliers. C'est ce qui s'est passé. Même maintenant, avec moi blessé par terre, leur priorité était de protéger Vanessa. Elle m'a poussé, dis-je fermement. Et ensuite elle m'a donné des coups de pied à plusieurs reprises. L'expression de mon père se durcit. Ce n'est pas ce qui s'est passé et ce n'est pas ce que nous allons dire à l'hôpital. Tu comprends? Nous réglerons ça à la maison plus tard. Ma mère hocha la tête. Pense à l'avenir de ta sœur, Nathalie. Une accusation d'agression ruinerait ses perspectives. Bien sûr, les perspectives de Vanessa. Toujours Vanessa. Mon père m'a aidé à monter dans la voiture, chaque mouvement était une agonie. Ma mère est restée à l'arrière, censément pour s'occuper de Vanessa, qui avait apparemment besoin de réconfort après m'avoir agressé. Alors que mon père reculait dans l'allée, il a commencé à répéter l'histoire. Tu te précipitais pour répondre au téléphone, tu as manqué une marche et tu es tombé. Un accident simple, ça arrive tout le temps. Je regardais par la fenêtre, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Nathalie, m'écoutes-tu, demanda-t-il. Cette famille a une réputation dans cette communauté. Je ne veux pas qu'elle soit endommagée par une quelconque querelle entre sœurs qui dégénère. Une querelle, ai-je répété avec incrédulité. Elle aurait pu me tuer. Ne sois pas mélodramatique, lança-t-il. C'est exactement pourquoi nous devons contenir cette situation. Ta tendance à exagérer ne ferait que blesser tout le monde. Les 15 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital de Greenwich m'ont semblé éternelles. Mon père les a remplis d'alternance de menaces et d'appels à la loyauté familiale. Si tu dis autre chose au médecin, tu détruiras la vie de ta sœur. C'est ce que tu veux. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te reprendre quand tu as échoué à Boston. Au moment où nous sommes arrivés aux urgences, nous avons été accueillis par une infirmière de triage qui a pris mes informations pendant que mon père restait à proximité, interjetant l'histoire de la fausse manie du téléphone à chaque occasion. Elle a toujours été maladroite, a-t-il ajouté avec un rire forcé qui me donnait envie de crier. L'infirmière, Suzanne, selon son badge, m'a regardé plutôt que mon père. Pouvez-vous évaluer votre douleur sur une échelle de 1 à 10? Oui, ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête, prenant des notes. Et la chute s'est produite il y a combien de temps?
Environ 40 minutes, ai-je répondu. Et vous dites que vous avez trébuché en vous précipitant pour répondre au téléphone, demanda-t-elle, le stylo prêt. J'ai hésité, sentant les yeux de mon père me fixer. C'est ce qui s'est passé, ai-je réussi, me détestant pour ce mensonge. L'expression de l'infirmière Suzanne ne révélait rien, mais elle a tenu mon regard un moment plus longtemps que nécessaire. Nous allons devoir faire quelques radios. Monsieur, vous pouvez attendre dans la salle d'attente générale pendant que nous emmenons votre fille. Je devrais rester avec elle, insista mon père. Politique de l'hôpital, répondit Suzanne fermement. Nous viendrons vous chercher une fois qu'elle sera installée dans une salle d'examen. Pour la première fois depuis l'incident, j'étais séparé de la présence contrôlante de mon père. Le soulagement fut immédiat, bien que la douleur restât intense. Un technicien nommé Marcus m'a aidé à me positionner pour les radiographies, chaque mouvement étant une torture. Essayez de rester immobile, dit-il doucement. Je sais que ça fait mal, mais nous avons besoin d'images claires. Quand il a examiné les premières images, son expression a changé. Je vais en prendre quelques-unes de plus, dit-il, repositionnant la machine. Après plusieurs autres images, j'ai été transporté dans une salle d'examen. Au lieu d'appeler mon père immédiatement, un médecin est entré seul. Docteur Evans, selon son badge, était un homme d'âge moyen avec des yeux bienveillants et un air sérieux. Nathalie, dit-il en s'asseyant sur un tabouret près de la civière. Je suis le docteur Evans, j'ai examiné vos radiographies et j'ai quelques préoccupations. Mon cœur commença à battre la chamade. Vous avez 3 côtes fracturées du côté droit et une fracture airline dans votre poignet droit, continua-t-il. Mais ce qui me préoccupe, c'est le schéma de ces blessures. Il a affiché les images sur un écran, pointant. Ces fractures ne sont pas compatibles avec une simple chute dans les escaliers. Il y a plusieurs points d'impact ici et ici qui suggèrent un traumatisme direct après la chute. Des larmes me sont montées aux yeux. Nathalie, dit doucement le docteur Evans. La politique de l'hôpital exige que je vous parle d'abord seul. Y a-t-il quelque chose dans la façon dont ces blessures sont survenues que vous aimeriez me dire? Dehors, à la porte, j'ai entendu la voix de mon père s'élever, exigeant de me voir. Une infirmière refusait calmement mais fermement. Mon père est très préoccupé par la réputation de notre famille, ai-je dit doucement. Le docteur Evans hocha la tête. Je suis préoccupé par votre sécurité et votre bien-être. Tout ce que vous me direz sera traité avec la confidentialité appropriée, mais j'ai besoin de savoir la vérité pour vous soigner correctement. À ce moment-là, avec l'influence de mon père temporairement bloqué par le protocole de l'hôpital et confronté à des preuves médicales qui contredisaient l'histoire de couverture, j'ai senti le poids de décennies de silence peser sur le barrage de la vérité. Il y a autre chose, ajouta le docteur Evans, en faisant défiler les images. Nous pouvons voir des preuves de blessures antérieures, d'anciennes fractures airline qui ont guéri. Est-ce que c'est arrivé avant? Le barrage céda. Ma sœur m'a poussé dans les escaliers, dis-je, ma voix à peine audible, et ensuite elle m'a donné des coups de pied plusieurs fois alors que j'étais par terre. Le docteur Evans hocha la tête, son expression neutre mais bienveillante. Merci de me l'avoir dit, Nathalie. Votre sœur a-t-elle déjà été physiquement violente avec vous auparavant? La question ouvrit une inondation. Des années d'incidents minimisés, expliqués comme des ecchymoses et des accidents qui n'en étaient rien, affluèrent à la surface. Oui, ai-je admis, tout au long de notre vie, mais cela a toujours été rejeté comme une dispute normale entre frères et sœurs. Mes parents l'ont toujours protégé. Le docteur Evans prit des notes dans mon dossier, et vos parents ont été témoins de cet incident. Ils sont descendus après qu'elle m'eut déjà donné plusieurs coups de pied. Je leur ai dit ce qui s'était passé, mais ils ont immédiatement commencé à trouver des excuses, en disant « je suis tombé ». Mon père a insisté sur l'histoire de répondre au téléphone sur le chemin d'ici. Il posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. « Nathalie, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. En tant que professionnel de la santé, je suis un déclarant obligatoire. Cela signifie que lorsque je vois des preuves de violence potentielle, je suis légalement tenu de le signaler aux autorités compétentes. » Mon estomac se serra. Vous voulez dire, comme la police? Oui. Et dans les cas impliquant des adultes, aussi aux services sociaux.
Ce n'est pas facultatif pour moi et c'est conçu pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité. La panique monta dans ma poitrine. Mon père est avocat. Il va être furieux. Vos soins médicaux et votre sécurité sont ma préoccupation principale, pas la réaction de votre père, dit fermement le docteur Evans. Sur la base de vos radiographies et de ce que vous m'avez dit, je vais faire venir notre travailleuse sociale pour vous parler. Serait-ce d'accord? J'ai hoché la tête, simultanément terrifié et soulagé. En attendant, nous devons soigner vos blessures, continua-t-il. Je vais vous prescrire des antidouleurs et nous devrons vous bander les côtes. La fracture du poignet est mineure mais nécessitera une attelle. Pendant qu'une infirmière administrait les analgésiques, le docteur Evans sortit. Quelques minutes plus tard, il revint avec une femme dans la quarantaine aux cheveux gris courts et à l'attitude douce. Nathalie, voici mademoiselle Laurence, l'une de nos travailleuses sociales hospitalières. Elle aimerait vous parler si cela vous convient. J'ai hoché la tête, les médicaments commençant à émousser les bords tranchants de ma douleur. Bonjour, Nathalie, dit mademoiselle Laurence en s'asseyant. Le docteur Evans m'a fait part de ses préoccupations. Je comprends que c'est une situation difficile, mais je veux vous aider à assurer votre sécurité. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai tout raconté à mademoiselle Laurence sur l'incident et la longue histoire qui y a mené. Elle a pris des notes, posant occasionnellement des questions clarificatrices. Son expression était professionnelle mais compatissante. Merci de nous avoir partagé cela, dit-elle une fois que j'ai eu fini. Ce que vous avez décrit est un schéma clair de violence domestique, spécifiquement d'abus entre frères et sœurs avec complicité parentale. Je veux que vous sachiez que vous avez des options et des ressources à votre disposition. Elle a expliqué qu'un rapport de police devrait être déposé, mais que j'aurai du soutien tout au long du processus. Elle a également mentionné des options de logement temporaire si je ne me sentais pas en sécurité en rentrant à la maison. Que arrivera-t-il à ma sœur, ai-je demandé. Cela dépendra de plusieurs facteurs, y compris si vous souhaitez porter plainte, mais notre préoccupation immédiate est votre sécurité et vos soins médicaux. Pendant que mademoiselle Laurence expliquait les prochaines étapes, une agitation éclata dans le couloir. La voix de mon père, n'étant plus contenue, résonna dans le couloir. C'est ridicule. J'exige de voir ma fille immédiatement. Savez-vous qui je suis dans cette communauté? Le docteur Evans s'excusa pour régler la situation. Par la porte entr'ouverte, j'ai pu entendre son calme et ferme dialogue. Monsieur Hamilton, votre fille reçoit les soins médicaux nécessaires. Nous avons des protocoles que nous devons suivre. Quel protocole? Je l'ai amenée pour une chute et vous l'avez séparée de sa famille pendant plus d'1 heure. Monsieur, sur la base des radiographies et de notre examen, nous avons des préoccupations quant à la nature des blessures de votre fille qui nécessitent une enquête plus approfondie. Un moment de silence suivit. Puis la voix de mon père, soudainement plus basse et plus contrôlée. Que insinuez-vous exactement, docteur? Je n'insinue rien. Je déclare que les blessures de votre fille ne sont pas compatibles avec l'accident que vous avez décrit, et en tant que professionnel de la santé, nous sommes légalement tenus d'enquêter sur de telles incohérences. C'est scandaleux. Je veux parler à votre superviseur immédiatement. Leurs voix s'éloignèrent, mais la confrontation escaladait clairement. Mademoiselle Laurence me toucha doucement le bras. Cette réaction est très courante dans les familles où la violence a été normalisée, dit-elle. Cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal en disant la vérité. 20 minutes plus tard, un agent de sécurité était posté devant ma chambre, et le docteur Evans revint avec la nouvelle que ma mère était arrivée à l'hôpital. Votre père est devenu assez agité lorsqu'il a été informé que nous avions contacté les autorités, expliqua-t-il. La sécurité de l'hôpital a dû le raccompagner dans une zone d'attente séparée. La réalité de ce qui se passait commença à s'imposer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait regardé les preuves et m'avait cru au-dessus du récit méticuleusement construit par ma famille. L'agent Garcia est arrivé peu après, une policière à l'air résolu qui a pris ma déposition avec une efficacité professionnelle. Les radiographies ont été discutées comme preuve, des photographies ont été prises des ecchymoses visibles et un numéro de dossier a été attribué. Nous devrons interroger votre sœur et vos parents également, expliqua l'agent Garcia. Sur la base de votre déclaration et des preuves médicales, il y a des motifs d'accusation d'agression. Les médicaments,
L'épuisement émotionnel et la réalité d'avoir enfin dit la vérité se sont combinés pour me submerger. Alors que l'agent partait, j'ai commencé à sangloter, une douleur refoulée, trouvant un soulagement. Mademoiselle Laurence est restée avec moi pendant cette tempête d'émotions, m'offrant des mouchoirs et un soutien silencieux. La partie la plus difficile est souvent au tout début, dit-elle. Mais vous avez fait le premier pas pour briser un cycle dangereux. Cela demande un courage immense. Quand je fus finalement installé dans une chambre d'hôpital pour observation pendant la nuit, Mademoiselle Laurence me fournit des informations sur les ordonnances de non-communication, les services de défense des victimes et les options de logement temporaire. Vous n'avez pas à tout décider ce soir, m'assura-t-elle. Mais je veux que vous sachiez que vous avez d'autres options que de retourner dans cette maison. En partant, elle me tendit sa carte. Appelez-moi directement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous n'êtes plus seul dans tout ça. Ces mots, aussi simples soient-ils, semblaient révolutionnaires. Pour la première fois de ma vie, la vérité sur ma famille a été vue, reconnue et traitée de manière appropriée. Les radiographies avaient révélé non seulement mes os cassés, mais aussi le système brisé dans lequel j'avais vécu pendant 27 ans. L'hôpital m'a libéré le lendemain après-midi avec des prescriptions, une attelle pour le poignet et des instructions strictes de repos et de suivi. Mon amie Zoé, que j'avais appelée ce matin-là, est arrivée pour venir me chercher, le visage crispé par l'inquiétude et la colère à peine contenue. Je n'arrive pas à croire ça, dit-elle en m'aidant à monter prudemment dans sa voiture. Je veux dire, j'arrive à y croire parce que tu m'as déjà raconté des histoires, mais te voir comme ça, avoir Zoé là, solide et pleine de soutien, a rendu le tout marginalement moins accablant. Elle m'a conduite à son appartement à Stanford, à environ 20 minutes de la maison de mes parents, où elle avait déjà préparé sa chambre d'amis pour ma convalescence. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, insista-t-elle. Des mois, peu importe. Le premier appel de ma mère est arrivé ce soir-là. Zoé me tendit le téléphone avec une pression de soutien sur mon épaule. Nathalie, tout ça a complètement dégénéré, commença ma mère sans préambule. La police est venue à la maison aujourd'hui et nous a tous interrogés. Ton père est anéanti. Qu'est-ce que Vanessa leur a dit, ai-je demandé. Elle a expliqué que c'était un malheureux accident que tu as exagéré de façon disproportionnée, répondit ma mère, la voix tendue. Nathalie, tu dois rentrer à la maison pour que nous puissions régler ça en famille. Comme vous avez réglé le fait qu'elle m'ait poussé dans les escaliers ou les innombrables autres incidents au fil des ans. Tu es mélodramatique. Les frères et sœurs se disputent. C'est normal. Mais impliquer la police, porter ces accusations sauvages, cela pourrait ruiner la vie de ta sœur. C'est ce que tu veux. Le coup de culpabilité familier m'a submergé, mais cette fois-ci enveloppé de bandages et médicamenteux pour la douleur. J'ai trouvé plus facile d'y résister. Et ma vie, maman? Est-ce qu'elle compte pour toi? Elle soupira dramatiquement. Bien sûr que oui. Nous t'avons accueilli quand tu n'avais nulle part ailleurs où aller, n'est-ce pas? Nous avons toujours été là pour toi. Je dois y aller, dis-je, incapable de continuer la conversation. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos. Les appels ont continué pendant les jours suivants, alternant entre la manipulation émotionnelle de ma mère et les menaces à peine contenues de mon père. Tu dois arrêter ces bêtises immédiatement, me dit-il 3 jours après l'incident. J'ai parlé à des collègues qui m'assurent que ces types d'affaires sont presque impossibles à prouver. Tout ce que tu fais, c'est entraîner cette famille dans une humiliation publique inutile. Elle m'a cassé 3 côtes, papa. Les accidents arrivent, répondit-il d'un ton dédaigneux. Mais ce que tu fais est délibéré. Pense très attentivement aux conséquences de continuer sur cette voie. Les conséquences sont devenues apparentes rapidement. Ma voiture, toujours immatriculée au nom de mon père, a été déclarée volée et a dû être restituée. Mes biens personnels chez eux sont devenus des otages, mes parents refusant de laisser Zoé venir les chercher pour moi. Mon téléphone portable a cessé de fonctionner lorsque j'ai été retiré du forfait familial. Zoé m'a aidé à obtenir un nouveau téléphone, et j'ai utilisé ce qui restait de mes économies pour engager un avocat recommandé par l'avocate des victimes qui m'avait été assigné. Ils essaient de t'isoler et de t'intimider, m'a expliqué mon avocate, Catherine Wilson, lors de notre première rencontre. C'est un comportement typique dans les cas de violence familiale. L'intimidation s'est étendue au-delà de ma famille immédiate. Ma grand-mère a été appelée de Floride, m'appelant en pleurant, me suppliant d'arrêter cette folie et de rentrer à la maison.
des amis de la famille ont tendu la main avec des messages inquiets qui portaient des jugements à peine voilés. Nous sommes tous tellement inquiets pour toi, Nathalie, a dit l'amie de ma mère, Barbara, dans un message vocal. Tes parents sont dévastés. Quel que soit le désaccord que tu aies eu avec ta sœur, il peut sûrement être résolu sans tous ces désagréments juridiques. La pression a eu un impact. J'ai eu des crises de panique, me réveillant la nuit, haletant, convaincu que je retombais dans les escaliers. Je me suis remise en question, me demandant constamment si j'avais réagi de manière excessive, si je détruisais ma famille pour ce qu'ils disaient tous être juste un accident. C'est exactement ce qu'ils veulent, m'a rappelé Zoé lors d'une nuit particulièrement difficile, assise avec moi sur son canapé à 3 heures du matin. Ils veulent que tu doutes de toi pour que tu abandonnes l'affaire et que tout revienne comme avant. Peut-être que ce serait plus facile, ai-je murmuré. Plus facile pour qui? Pas pour toi. Et qu'arrivera-t-il la prochaine fois que Vanessa perdra son sang-froid? Elle avait raison. Mais le poids de devoir tenir tête à toute ma famille était écrasant. Ce qui a aggravé les choses, c'est d'apprendre que mon père utilisait ses relations juridiques pour retarder les procédures, déposant des requêtes et des ajournements qui étiraient le processus. Pendant ce temps, ma mère avait commencé une campagne subtile dans leur cercle social, suggérant que mes problèmes de santé mentale m'avaient amené à mal interpréter ce qui s'était passé. Nathalie a toujours été très sensible, m'a-t-on dit, a-t-elle dit lors de sa réunion du club de jardinage. Nous sommes juste tellement inquiets de son état mental. 6 semaines après l'incident, la procureure Jennifer Williams m'a appelé dans son bureau pour discuter de l'affaire. Mes côtes guérissant lentement et mon poignet sans attelle, les preuves physiques de l'agression s'estompaient. Mais la procureure avait de nouvelles informations. Nous avons examiné les dossiers médicaux, a-t-elle expliqué. Avec votre permission, nous avons convoqué vos antécédents auprès de divers hôpitaux et médecins de la région. Elle a ouvert un dossier sur son bureau. Il y avait 3 visites précédentes aux urgences pendant mon adolescence. Un doigt cassé à 13 ans que j'avais prétendu s'être produit lors d'un match de basket, une commotion cérébrale à 16 ans après être prétendument tombé de mon vélo, et une entorse à la cheville à 17 ans après avoir trébuché dans les escaliers. Je me suis senti mal en me souvenant de chaque incident. L'histoire du basketball avait été inventée par mon père après que Vanessa m'ait claqué le doigt dans une porte lors d'une dispute. L'histoire du vélo couvrait une poussée qui m'avait envoyé contre une table basse. Et les escaliers, eh bien, c'étaient bien des escaliers, mais pas une chute accidentelle. Dans chaque cas, vos parents étaient présents lors de l'examen, et dans chaque cas, votre père a refusé toute enquête ou suivi supplémentaire, continua Jennifer. Le docteur Evans avait raison de s'inquiéter d'un schéma. Des preuves supplémentaires ont émergé de sources inattendues. Mon professeur d'anglais au lycée, Madame Sanderson, a contacté le bureau du procureur après avoir entendu parler de l'affaire par le biais des commérages communautaires. Elle a signalé avoir été témoin d'interactions troublantes entre Vanessa et moi il y a des années, y compris un incident où Vanessa m'avait menacé dans le parking de l'école. Un ancien voisin, M. Peters, s'est manifesté avec le récit d'avoir entendu ce qui ressemblait à des altercations physiques et mon père exigeant que tout le monde se taise avant que les voisins n'entendent. Le plus surprenant fut un appel de Jake, l'ex-petite amie de Vanessa, dont la rupture avait précipité l'attaque. Il a décrit avoir été témoin des accès de violence de Vanessa, y compris une dirigée contre lui qui avait contribué à sa décision de mettre fin à la relation. Elle m'a lancé un verre de vin au visage quand j'étais en retard de 15 minutes pour venir la chercher, a-t-il dit au procureur. Ça m'a manqué de peu et ça s'est brisé contre le mur. Ses parents étaient là et ils ont juste nettoyé comme si ce n'était rien d'inhabituel. Alors que les preuves s'accumulaient, mon anxiété concernant la nature publique de l'affaire augmentait également. Dans notre petite communauté, la nouvelle s'était répandue rapidement, et je me sentais exposé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais à côté de l'inconfort, il y avait quelque chose d'inattendu, la validation. Pour la première fois, mon expérience était prise au sérieux, documentée, enquêtée et crue. Nous avons un dossier solide, m'assura Jennifer. Les preuves médicales, les témoignages et l'historique soutiennent votre récit. Mais je veux vous préparer au fait que votre famille continuera probablement à se battre agressivement. Elle avait raison. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois, je ne me battais pas seul. La date du procès a été fixée à 3 mois après l'incident. Dans l'intervalle,
j'avais trouvé un emploi dans une petite maison d'édition locale à Stanford, déménagé de la chambre d'amis de Zoé dans un modeste studio et commencé des séances hebdomadaires avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Vous avez été conditionné toute votre vie à croire que vos besoins et votre sécurité sont moins importants que les sentiments de votre sœur et la réputation de votre famille, m'a expliqué le docteur Barnes lors d'une séance au début de notre travail. Désapprendre cela prendra du temps. À l'approche de l'audience, mon anxiété s'est intensifiée. L'idée de faire face à ma famille au tribunal, de contester publiquement le récit qu'ils entretenaient depuis des décennies, était terrifiante. Jennifer Williams, la procureure, m'a rencontré plusieurs fois pour me préparer à ce à quoi m'attendre. La salle d'audience sera aménagée pour assurer votre sécurité, m'a-t-elle assuré. Vous n'aurez pas à vous asseoir près de votre sœur ou de vos parents. Lorsque vous témoignerez, concentrez-vous simplement sur les réponses aux questions en toute honnêteté. Vous n'avez pas besoin de les regarder si c'est difficile. Le jour est arrivé avec un poids physique de peur. Zoé m'a conduite au palais de justice, me serrant la main avant de sortir de la voiture. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça, a-t-elle dit. Pas pour la vengeance, mais pour la justice et ta propre sécurité. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais d'après les émissions de télévision, mais pas moins intimidante. Jennifer nous a rencontrés dans le couloir, professionnelle et rassurante, dans son tailleur bleu marine. Elle m'a guidé vers notre table d'un côté de la salle, désignant l'entrée séparée par laquelle ma famille arriverait. Ils sont déjà là avec leur avocat, dit-elle. Es-tu prête? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Quand ils sont entrés, la vue d'eux m'a frappé comme un coup physique. Mon père, impeccable dans son meilleur costume de tribunal, avait l'air confiant et légèrement agacé, comme si c'était un inconvénient mineur dans sa journée. Ma mère, parfaitement coiffée et habillée dans un beige discret, projetant une préoccupation appropriée, et Vanessa dans une robe bleue conservatrice que je n'avais jamais vue auparavant, son expression un masque soigneux de confusion et de douleur. Ils avaient l'air exactement comme ce qu'ils avaient toujours prétendu être, une famille respectable, déconcertée par des accusations injustes. Pendant un moment, le doute s'est installé. Comment pouvais-je jamais triompher de cette façade parfaite? Le juge, une femme dans la soixantaine nommée juge Morrison, a appelé la cour à l'ordre. Les premières procédures semblaient surréalistes, le jargon juridique me submergeant alors que j'essayais de rester concentré. Lorsque les preuves médicales ont été présentées, je me suis forcé à regarder les images des radiographies projetées sur un écran, les lignes blanches nettes de mes côtes cassées, une validation de ma vérité. Le docteur Evans a témoigné en premier, son expertise médicale donnant du poids au dossier. Il a décrit l'incompatibilité entre mes blessures et la chute accidentelle initialement rapportée. De mon point de vue professionnel, ces fractures montrent plusieurs points d'impact compatibles avec le récit du patient d'avoir été poussé dans les escaliers puis frappé à plusieurs reprises, a-t-il déclaré. De plus, les anciennes fractures guéries visibles dans les scans suggèrent un schéma de blessures similaire au fil du temps. L'avocat de mon père, un collègue de son cabinet nommé Gregory Phillips, a interrogé agressivement le docteur Evans, suggérant des explications alternatives pour les blessures récentes et historiques. N'est-il pas possible que quelqu'un ayant des antécédents de maladresse ait plusieurs accidents au fil des ans? Et ces fractures supplémentaires que vous avez notées ne pourraient-elles pas provenir de la façon dont elle est tombée lors de la chute? Le docteur Evans est resté imperturbable. Les schémas de fractures sont distincts et spécifiques. Les fractures des côtes en particulier montrent 3 points d'impact séparés avec une force directionnelle compatible avec des coups de pied frontaux, pas une chute en tumbling. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai gardé les yeux fixés sur Jennifer, tirant ma force de sa présence calme. J'ai raconté les événements de cette nuit-là, puis j'ai répondu aux questions sur l'historique de la violence de Vanessa et les réponses complices de mes parents. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé ces incidents auparavant » demanda gentiment Jennifer. « On m'a appris depuis très jeune que ce qui se passait dans notre famille restait dans notre famille, ai-je expliqué. Chaque fois que j'essayais de parler, on me disait que j'exagérais ou que j'étais dramatique. Finalement, j'ai commencé à croire que j'étais peut-être le problème. Quand Gregory Phillips a commencé son contre-interrogatoire, son approche était précisément ce que mon père aurait instruit, discrédité, minimisé et suggéré des motifs ultérieurs. Mademoiselle Hamilton, n'est-il pas vrai que vous êtes retournée chez vous après avoir échoué à maintenir un emploi à Boston, commença-t-il. Objection, pertinence, intervint Jennifer.
J'établis l'état d'esprit et les motivations potentielles du témoin, argumenta Phillips. Je l'autorise, mais restez concentré, maître, statua la juge Morrison. Pendant les 30 minutes suivantes, Phillips tenta de me dépeindre comme jalouse, instable et vindicative, cherchant à se venger d'une sœur plus réussie. Chaque question était conçue pour déclencher le même doute que j'avais ressenti tout au long de ma vie. Ne conviendriez-vous pas que la rivalité entre frères et sœurs a caractérisé votre relation avec votre sœur depuis l'enfance? Non, répondis-je, trouvant ma voix. Ce qui caractérisait notre relation, c'était son agressivité et le refus de mes parents d'y remédier. Et pourtant, vous n'avez aucune preuve de ce prétendu schéma de comportement au-delà de vos propres affirmations. Correct. Avant que Jennifer ne puisse objecter, la juge Morrison intervint. Monsieur Phillips, nous avons entendu le témoignage du docteur Evans concernant des blessures historiques ainsi que des déclarations de multiples témoins qui corroborent le récit de mademoiselle Hamilton. Phillips s'ajusta rapidement. Mon point, votre honneur, est que ces incidents historiques allégués n'ont jamais été signalés, suggérant qu'ils n'ont pas été considérés comme importants par quiconque impliqué, y compris la plaignante, jusqu'à cette opportunité pratique pour attirer l'attention. Le questionnement continua, chaque insinuation étant plus cinglante que la précédente. Au moment où je me suis retiré, je me sentais épuisé, mais étrangement invaincu. Pour la première fois, j'avais dit ma vérité sans être réduite au silence ni rejetée. Vanessa a témoigné ensuite, sa performance magistrale. Des larmes coulaient aux moments appropriés alors qu'elle décrivait son profond amour pour moi et son choc et sa confusion face à mes accusations. Nous avons eu une dispute. Oui, admit-elle. Nathalie disait des choses blessantes sur ma rupture. Je suis allé lui parler plus tard pour régler les choses, mais elle était en colère. Elle a essayé de me dépasser, a perdu l'équilibre et est tombée. J'ai été horrifié. Je suis descendu pour l'aider, mais elle a immédiatement commencé à crier que je l'avais poussée. Nos parents sont venus en courant, et elle n'arrêtait pas de m'accuser. Son récit était fluide, pratiqué et étrangement crédible. J'ai regardé mes parents hocher subtilement la tête pendant qu'elle parlait, leur soutien évident dans chaque geste. Ce que Vanessa et mes parents n'avaient pas pu anticiper, c'était Maria Vasquez, notre ancienne femme de ménage, qui avait travaillé pour notre famille pendant 15 ans avant de prendre sa retraite 2 ans plus tôt. Jennifer l'avait localisée lors des entretiens avec les témoins, mais avait gardé son témoignage en réserve. Maria est entrée dans la salle d'audience avec dignité, ses cheveux gris tirés en un chignon net, son expression résolue. Elle a prêté serment et s'est assise, les mains calmement croisées sur les genoux. Madame Vasquez, pouvez-vous décrire ce que vous avez observé concernant la relation entre Nathalie et Vanessa Hamilton pendant votre emploi dans la famille, demanda Jennifer. J'ai vu beaucoup de choses au fil de ces années, répondit Maria. Son accent était léger, mais son anglais précis. Miss Vanessa avait du tempérament dès son plus jeune âge. Quand elle était en colère, elle frappait, poussait, jetait des choses. Je l'ai vue pousser Nathalie et la frapper plusieurs fois au fil des ans. Elle a décrit des incidents spécifiques. Vanessa me poussant dans une armoire en verre quand elle avait 14 ans, résultant en des coupures que ma mère a traitées à la maison. Vanessa lançant un serre-livre lourd qui a failli me frapper la tête quand elle avait 17 ans. Vanessa me poussant dans le même escalier quand j'avais 22 ans, rendant visite depuis le collège après une dispute sur des vêtements empruntés. Les parents ont-ils été témoins de certains de ces incidents, demanda Jennifer. Plusieurs fois oui. M. Hamilton disait assez les filles, mais Miss Vanessa n'a jamais été punie. Madame Hamilton disait à Nathalie de ne pas provoquer sa sœur. Une fois, j'ai suggéré qu'ils obtiennent de l'aide pour la colère de Miss Vanessa, et le lendemain, M. Hamilton m'a rappelé que mon accord d'emploi incluait la confidentialité. Phillips tenta de discréditer Maria lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'elle avait été licenciée et qu'elle cherchait à se venger, mais les registres ont confirmé que sa retraite était volontaire et incluait une généreuse prime de la part de la famille. Pourquoi venez-vous maintenant après tout ce temps, demanda Phillips. Maria regarda directement mes parents pour la première fois. Parce que quand j'ai vu les nouvelles sur Nathalie à l'hôpital avec des os cassés, j'ai su que si rien ne changeait, cette fille pourrait être tuée, et je ne pourrais pas vivre avec ça sur ma conscience. Son témoignage a changé toute l'atmosphère de la salle d'audience. La juge Morrison, qui avait pris des notes tout au long, a étudié ma famille avec un nouvel examen. Après de brèves plaidoiries finales,
la juge Morrison a annoncé qu'elle rendrait sa décision après une courte interruption. Ces 20 minutes furent les plus longues de ma vie. Zoé assise à côté de moi, sa présence, un soutien silencieux. Quand la juge Morrison est revenue, son expression était grave. Sur la base des témoignages et des preuves présentées, je trouve des preuves claires et convaincantes d'un schéma de violence domestique perpétré par Vanessa Hamilton contre Nathalie Hamilton, avec des preuves préoccupantes de complicité parentale qui ont créé un environnement de vie dangereux. Elle a émis une ordonnance de non-communication d'1 an interdisant à Vanessa de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de ma résidence ou de mon lieu de travail. Elle a ordonné à Vanessa de suivre un programme de gestion de la colère de 26 semaines et de subir une évaluation psychologique et un traitement. Enfin, elle a référé l'affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. Mademoiselle Hamilton s'adressa-t-elle directement à moi. Le tribunal reconnaît votre courage à briser un cycle d'abus de longue date. Je vous encourage vivement à continuer avec les conseils et à maintenir les limites nécessaires à votre sécurité et à votre bien-être. Alors que le verdict tombait, j'ai ressenti un étrange mélange de vindication et de chagrin. De l'autre côté de la pièce, ma famille était assise dans un silence stupéfait. La façade s'était enfin fissurée au point de ne plus pouvoir être réparée. 1 an s'est écoulé depuis l'audience. Mes blessures physiques ont guéri il y a longtemps, bien que des douleurs occasionnelles dans mes côtes servent encore de rappel corporel de cette nuit-là. La guérison émotionnelle a été plus lente, plus complexe, mais tout aussi réelle. Mon studio est devenu une véritable maison, petit mais entièrement à moi. J'ai peint les murs d'un vert sauge doux, accroché des œuvres d'art que j'aime et rempli les étagères de livres qui nourrissent plutôt qu'ils ne me diminuent. Pour la première fois de ma vie, je vis dans un espace où je n'ai jamais à me préparer aux critiques ou aux dangers. Le docteur Winters, ma thérapeute, a joué un rôle déterminant dans ma guérison. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre les dynamiques dysfonctionnelles qui ont façonné mon enfance et ma jeune vie d'adulte. Ce que vous avez vécu était une dynamique classique d'enfant d'or et de bouc émissaire, m'a-t-elle expliqué au début de notre travail. Votre sœur était idéalisée tandis que vous étiez assigné au rôle d'enfant à problème, indépendamment de votre comportement réel. Par la thérapie, j'ai appris à reconnaître comment ce système familial déformé affectait ma perception de moi-même, mes relations et mes choix. J'ai découvert des schémas d'excuses pour mes besoins, de minimisation de ma propre douleur et d'acceptation de traitements inacceptables parce que cela semblait normal compte tenu de mon éducation. La guérison ne signifie pas oublier, ni même nécessairement pardonner, m'a dit le docteur Winters lors d'une séance particulièrement difficile. Cela signifie récupérer votre histoire et votre valeur. Professionnellement, j'ai trouvé un épanouissement inattendu chez Greenfield Publishing. Ce qui a commencé comme un emploi temporaire est devenu une carrière que j'apprécie. Mon poste de rédactrice me permet d'aider les auteurs à façonner leurs histoires, et il y a 6 mois, j'ai été promue rédactrice principale avec une équipe propre. Votre attention à la voix authentique et à la vérité émotionnelle est ce qui vous distingue, a dit mon patron lors de mon évaluation de performance. L'ironie n'a pas échappé à mon attention, la sensibilité même dont ma famille s'était moquée est devenue ma force professionnelle. L'indépendance financière a été une partie cruciale de ma guérison. J'ai ouvert des comptes bancaires uniquement à mon nom, j'ai constitué un fonds d'urgence et j'ai appris à établir un budget minutieusement. La sécurité de savoir que je peux subvenir à mes besoins quoi qu'il arrive a été profondément guérisseuse. Mon amitié avec Zoé s'est approfondie pendant la crise. Son soutien indéfectible m'a montré à quoi ressemblent les relations saines. Vous n'avez jamais à gagner le droit d'être traité avec une décence de base, m'a-t-elle rappelé à d'innombrables reprises lorsque d'anciens doutes faisaient surface. J'ai recommencé à sortir prudemment. Il y a 3 mois, j'ai rencontré Daniel, un graphiste, aux yeux doux et au rire sincère lors d'un événement d'édition. Notre relation est encore nouvelle, mais son respect de mes limites et son intérêt pour mes pensées ressemble à une révélation après des années de diminution. J'aime qui tu es, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Pas qui tu pourrais devenir ou qui je souhaite que tu sois, juste toi comme tu es en ce moment. J'ai failli pleurer dans mes pattes. Le contact avec ma famille a été limité et soigneusement structuré. Après l'expiration de l'ordonnance de non-communication, mes parents ont tendu la main, suggérant une réconciliation familiale. Grâce à la thérapie, j'ai développé la force de fixer des conditions claires pour toute relation future. J'ai besoin de reconnaissance de ce qui s'est réellement passé, pas seulement cette nuit-là, mais tout au long de nos vies, ai-je écrit dans un email soigneusement formulé. Sans cette base de vérité,
il ne peut y avoir de relation saine. Leur réponse fut prévisiblement mitigée. Mon père a toujours du mal à reconnaître pleinement la réalité de la situation, préférant faire allusion à de malheureux différends familiaux. Ma mère a montré plus de volonté de discuter d'incidents spécifiques, bien qu'elle retombe souvent dans la minimisation ou l'excuse. Nous nous rencontrons maintenant occasionnellement pour prendre un café dans des lieux publics, des interactions brèves avec des débuts et des fins clairs. Je quitte ces rencontres émotionnellement épuisées, mais aussi avec un sens croissant de moi-même en tant qu'adulte égal plutôt qu'un enfant perpétuel cherchant l'approbation. Vanessa a terminé son programme de gestion de la colère et sa thérapie ordonnée par le tribunal, selon mes parents. Nous n'avons pas parlé directement, mais elle m'a envoyé une carte pour mon anniversaire avec un simple message « Je travaille sur moi-même. J'espère que tu vas bien ». Ce n'était ni des excuses ni une réconciliation, mais peut-être une sorte de reconnaissance. Les radiographies qui ont révélé la vérité sur ma famille sont devenues une métaphore dans mon esprit pour le pouvoir de voir sous les surfaces. Tout comme ces images ont révélé les dommages cachés à mes os, les événements qu'elles ont déclenchés ont révélé les schémas nuisibles qui étaient invisibles pour les observateurs extérieurs pendant des décennies. J'ai redéfini la famille pour moi-même. Elle signifie maintenant des personnes qui respectent mes limites, célèbrent mes succès sans envie, me soutiennent dans les difficultés, sans jugement, et me traitent avec une gentillesse constante. Selon cette définition, ma famille choisie d'amis s'est avérée bien plus fiable que celle dans laquelle je suis né. Ma voix, réduite au silence si longtemps, est devenue l'une de mes possessions les plus précieuses. J'ai commencé à écrire des essais personnels sur les dynamiques familiales et la guérison, publiés anonymement pour l'instant, mais peut-être un jour sous mon propre nom. Les retours des lecteurs qui reconnaissent leurs propres expériences dans mes mots ont été profondément significatifs. Le voyage de victime à défenseur n'a pas été linéaire. Il y a encore des jours où le doute s'installe, où les anciens récits familiaux se rejouent dans mon esprit. Mais ces épisodes deviennent moins fréquents et moins puissants à mesure que je continue à construire une vie basée sur la vérité plutôt que sur les apparences. Je ne crois plus que la loyauté familiale exige le silence face aux préjudices. La vraie loyauté signifie vouloir le meilleur pour les autres, ce qui nécessite parfois des vérités difficiles et des conséquences appropriées. Parfois, la guérison nécessite de se briser avant que la reconstruction puisse commencer. Comme un os qui doit être bien ajusté pour guérir. Les relations droites ont parfois besoin de ruptures claires avant de pouvoir devenir saines. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille pour votre propre bien-être? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'espère que mon histoire aidera quiconque est confronté à des luttes similaires à reconnaître qu'il mérite la sécurité et le respect. Si cela vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de la force par des vérités difficiles. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, votre voix compte et votre vérité mérite d'être entendue.